Nous sommes toujours dans le bureau jardin de Manuel Rodrigues, médecin et chercheur, chef de l'équipe réparation de l'ADN et mélanome uvéal à l'Institut Curie. Dans l'épisode précédent, Manuel Rodrigues nous a parlé de la recherche sur les cancers de l'œil. Manuel Rodrigues prend en charge les patients atteints de ces cancers rares, mais il est aussi oncologue spécialisé dans les cancers gynécologiques. Cela m'a étonnée qu'un même médecin puisse s'occuper de cancers qui semblent si différents. C'est un grand écart. C'est un grand écart, mais qui est en fait lié à mon histoire et en fait comme beaucoup de médecins spécialisés en cancérologie. J'étais arrivé à Curie il y a longtemps, en 2012 à l'époque, pour faire de la gynécologie. Et à l'époque, il manquait quelqu'un pour s'occuper de patients qui ont des cancers de l'œil. L'Institut Curie étant le plus gros centre au monde de cancérologie oculaire. Donc il fallait des oncologues et donc je suis rentré là-dedans par ce biais-là, où on m'a dit pendant 2 ans tu viendras aider et après on trouvera quelqu'un d'autre. Et non seulement j'ai pris goût à cette pathologie très particulière, à ces pathologies très particulières, et en même temps j'avais pu avoir une activité de recherche, une activité scientifique en fait assez intéressante à ce moment-là. D'accord. Et c'est comme ça en fait que je me suis retrouvé, j'étais rentré par la gynécologie, j'ai mis un pied dans l'oncologie oculaire pour aider les collègues et finalement je suis resté là-dedans. Et ça, c'est pas aussi un grand écart, une double culture, c'est pas des cancers complètement différents? En fait, les oncologues médicaux, comme moi, sont des gens qui sont formés à l'ensemble de tous les cancers. Et ce qui est très important pour la recherche, là, plus clinique, plus sur les nouveaux traitements, c'est cette double culture ou cette panculture même, pour justement comprendre des concepts qu'il y a dans d'autres cancers, pour les appliquer au cancer dont on s'occupe. En l'occurrence, ça va même plus loin, c'est plus que l'oncologie oculaire et la gynécologie, c'est que j'ai été jusqu'à quelques jours président de la Société française du cancer, et donc j'avais une vision très globale de tous les cancers. Et même depuis 5 ans maintenant, je mène une espèce de revue de presse en quelque sorte, avec les jeunes médecins, sur tous les nouveaux traitements qui arrivent en cancérologie. Donc l'année dernière, il y en a eu 45 à peu près, je ne me rappelle plus exactement, à 2-3 près. Et comprendre quels sont les nouveaux concepts en cancer du sein, quels sont les nouveaux concepts en cancer du rectum, ça nous donne des idées pour traiter justement les cancers gynécologiques et les cancers de l'œil. Et vous savez pourquoi vous êtes intéressé au cancer? Alors, je savais que je serais médecin depuis très longtemps, c'était depuis tout petit. Ah oui, c'est une vocation. C'est même pas une vocation en fait, ça dépasse ce terme-là. Vocation, c'est être appelé dans un plan étymologique. Ouais. Et j'ai pas eu de moment où je me suis senti appelé en fait. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, je savais que je serais médecin, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de doute, il n'y avait pas de remise en question. C'était naturel, très calme aussi, c'était juste je serais médecin. Depuis gamin? Ah oui, depuis toujours. Mais vous n'avez pas été appelé? Non. Il n'y a pas eu un Il n'y événement? a pas eu tout d'un coup une épiphanie ou un événement qui m'a fait me dire que je serais médecin. Il y a eu des influences probablement. J'avais côtoyé des médecins, des pédiatres formidables, et donc c'est peut-être ça qui a pu m'influencer en partie. Mais c'était une évidence absolue. Je lisais beaucoup, quand j'étais petit, tous ces livres de sciences, entre guillemets, pour les enfants, avec plein d'expériences. J'en faisais des expériences de pensée, parce que je n'avais pas le matériel à la maison, mais j'imaginais justement adulte, je serais médecin, et le week-end, j'aurais mon petit atelier à côté pour faire une petite expérience. Ce sera mon hobby, de faire de la recherche. Et alors pourquoi le cancer? C'est presque par hasard en fait, par rencontre en fait. Moi je suis arrivé en médecine, alors vraiment pas beaucoup de culture biologique et médicale, puisque je connaissais à peine le cancer. Je savais que c'était la maladie de François Mitterrand, point. C'était tout. J'ai eu la chance d'être, toute ma famille, d'avoir été épargnée du cancer. J'ai jamais vu personne atteint de cancer. Moi j'ai choisi la médecine pour la pédiatrie. Donc j'ai choisi d'aller à Necker, enfant malade, parce que dans le titre il y avait marqué enfant malade. C'est tout. J'étais assez naïf. En deuxième année de médecine, j'ai eu un cours par un biologiste assez étonnant, une personnalité assez exubérante qui nous a parlé de P53, une protéine essentielle pour se protéger des cancers. Et j'étais allé l'interroger dans son labo. J'étais monté comme ça, dans son labo, pour aller discuter avec lui, pour lui poser des questions supplémentaires. Très naïvement, encore une fois. Et je trouvais ça intéressant sur le plan recherche. Je me dis, tiens, c'est amusant quand même, ce truc où la cellule normale, tout d'un coup, change et devient agressive et se met même à mettre en risque, à mettre en danger la vie de son hôte.
Ensuite, je me suis dit, bon, allons voir quand je serai en clinique, quand je ferai mes stages cliniques. Et j'ai commencé par un stage clinique en cancérologie, justement. Et c'est là où j'ai découvert les aspects cliniques qui sont encore plus passionnants. C'est-à-dire, le monde de la cancérologie est un monde vraiment beaucoup plus réel, beaucoup plus vrai que tous les autres mondes de la médecine que j'ai pu rencontrer. Il y avait dans les autres consultations que je pouvais voir, dans les autres spécialités que je pouvais voir, un aspect un peu faux, un peu joué, une comédie qui est jouée entre le médecin avec sa blouse qui dit ce qu'il faut faire, le patient qui dit qu'il obéit. Et en fait, on se rend compte, je me rappelle de ça en diabétologie, on se rend compte sur la prise de sang qu'en fait il ne prend pas ses médicaments, que tout ça c'est de la comédie, qu'il y a quelque chose de faux là-dedans, qui ne se révèle pas complètement le patient. En oncologie, c'est pas du tout. En oncologie, on met carte sur table. En oncologie, le patient, l'individu, en fait, en face, se dévoile complètement. Et c'est ça que je trouvais passionnant, c'était cette relation réelle et vraie. Ce qui permet aussi, d'ailleurs, quand le patient se dévoile, au médecin aussi, de faire un pas vers lui aussi, de dévoiler aussi un petit peu. Oui, parce que sinon, c'est pas possible. Et non, sinon, le patient, il ne peut pas se dévoiler si vous ne dites pas des choses aussi de vous. Exactement, exactement. Et c'est ça que je trouvais intéressant, c'était de faire tomber cette relation fausse. Je consulte sans blouse, par exemple. Mon objectif, c'est de ne pas parler de cancer en consultation, c'est de parler d'individus. Donc on discute entre individus et on essaie de casser justement ce côté comédie jouée. Comme du théâtre. Ce que vous décrivez, c'est du théâtre. Cette scène où le médecin en blouse, c'est une forme de théâtre. C'est une forme de théâtre. Pour utiliser des gros mots de philosophes, c'était la mauvaise foi. Alors que on peut être dans le réel. Jouer à la comédie, c'est une échappatoire pour les médecins, surtout pour les plus jeunes. Ça protège. On répète ce qu'on a entendu en cours, on répète ce qu'on a vu des autres. Donc c'est facile. Ce qui est plus difficile, c'est effectivement d'être pas dans la vérité, qui est un mot un peu cru, un peu dur, mais dans la sincérité. C'est ça qui vous intéresse en fait, c'est la rencontre avec l'autre. Et c'est la vérité. Alors moi je suis étonnée que vous parliez de vérité. C'est parce qu'il y a la mort tout près qu'on est à un moment de vérité, de sincérité. Le moment de vérité, c'est parce qu'il y a toute une question de l'individu patient qui veut la vérité. C'est quand même un message. Docteur, dites-moi la vérité. C'est un message qu'on entend souvent. Or, la vérité comme ça, brutale, absolue, est extrêmement dure, même pour des gens qui ne sont pas atteints de cancer. Si on vous rappelle la vérité en permanence de notre condition humaine, de ce qui va arriver un jour ou l'autre, c'est pas quelque chose de très agréable. On dit rarement à quelqu'un qu'on aime, je vais te dire tes 4 vérités. C'est pas ça. Par contre, on est dans la sincérité. Et c'est ça la sincérité qui est justement une espèce de compassion, plutôt, autour de la compassion. Et c'est cette sincérité qui est intéressante. En fait, mais ça encore, c'est tous les oncologues médicaux avec l'âge et avec le temps. Je ne suis pas quelqu'un de particulier, je suis dans la moyenne. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on a acquis suffisamment le bagage technique pour qu'il ne se voit plus. Et pour qu'on soit dans la sincérité de la discussion, avec une prescription qui peut être très technique, mais dont on ne se rend pas compte. Manuel Rodrigues est le premier oncologue que j'entends parler de compassion. Manuel Rodrigues pense avoir été recruté à l'Institut Curie pour des questions techniques, mais aussi pour ses qualités humaines et son questionnement philosophique. Ses réflexions autour de l'art de la consultation sont nées de discussions avec ses maîtres et de la rencontre avec 2 de ses patientes alors qu'il était encore tout au début de sa pratique de médecin senior. Je me rappelle très bien de 2 situations. Une patiente qui sortait de la traitement du cancer du sein, qui était épuisée, je vous passe tous les effets secondaires, tout ce qu'elle avait subi, elle était arrivée à la fin de tout ça, et où elle me demandait « Bon, ça y est, est-ce que vous pouvez me dire que je suis guérie ?» Et moi, qui avais appris en cours qu'on ne pouvait pas dire ça, parce que ça peut rechuter et qu'on ne sait jamais, je réponds « Non, on ne peut pas le dire à l'heure actuelle. » Et là, elle s'effondre et elle dit « Comment vous pouvez me dire ça ? Avec tout ce que j'ai vécu, tout ce par quoi je suis passé, là maintenant, on arrête les traitements et vous me dites que je ne suis pas encore guérie ?» Donc ça m'a troublé. La semaine suivante, vraiment l'enchaînement était dingue. Même situation d'une jeune femme dans la même fin de traitement, même conséquence, et qui me dit, est-ce que là maintenant vous pouvez me dire que je suis guéri? Et moi, qui avais appris la semaine précédente, je dis, eh bien là, oui, on va dire que vous êtes guéri avec un risque que ça puisse revenir. Donc, vous êtes guéri, mais il faut quand même qu'on vous surveille pour vérifier que la maladie ne va pas revenir. Et là, de me dire, comment vous pouvez me dire ça? Après tout ce que j'ai traversé,
Là, j'ai perdu un sein, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes cheveux, ça repousse à peine, j'ai le bout des doigts, je ne sens plus le bout de mes doigts. Et vous me trouvez guéri, c'est ça, la guérison? Et moi de plus savoir quoi penser. Et moi de me rendre compte que je ne savais rien en fait de la médecine encore. J'avais appris la technique, mais pas encore le vécu et comment on vivait ça. Donc après ça, il y a eu beaucoup de discussions avec des collègues. Je suis allé interroger beaucoup de collègues dans mon hôpital et à l'extérieur aussi. Et des associations de patients en disant mais moi je dis quoi dans ce genre de cas en fait? Faut me guider. Et c'est de là qu'est partie toute la réflexion. Et donc maintenant vous faites comment? Ben maintenant je suis dans une relation en sincérité, je m'adapte à la personne qui est en face. Mais alors vous dites quoi? Vous êtes guéri? Vous n'êtes pas guéri? Il faut faire attention, comment vous le dites? Sur cette question-là précisément, la question c'est plutôt qu'est-ce que vous pensez être la guérison? C'est quoi la guérison pour vous? Moi je détesterais qu'on me réponde ça. J'ai Ah ouais. l'impression que c'est une entourloupe. Une entourloupe? Ouais. Mais le problème, c'est que la guérison, c'est des mots différents pour chacun, en fait. Qu'est-ce qu'on entend par guérison? Est-ce que vous entendez le fait que ça ne reviendra plus jamais? Ça, je ne peux pas en être sûr. Est-ce que vous entendez le fait de revenir à l'état d'avant? On ne revient jamais à l'état d'avant. À partir du moment même où, en tant qu'individu, on a palpé dans son sein quelque chose de dur qui nous a fait penser au cancer, on perd déjà cette naïveté de croire qu'on vivra éternellement. Déjà là, on ne revient pas en arrière. Alors, après le diagnostic, après le traitement, on ne peut pas revenir à l'état d'avant. La guérison pour moi, c'est revenir dans un nouvel état d'équilibre. On est encore une fois dans l'équilibre, dans le temps long. C'est se reconstruire. Il y aura des effets secondaires, des symptômes qui vont rester, qui vont persister, mais c'est de revenir dans l'état naturel et dans la société aussi. Ce qui est très important pour la guérison, c'est de revenir dans la société, de se ressentir normal en fait. Mais il faut pas se mettre dans l'illusion que effectivement un patient qui a des métastases qui résistent au traitement, on va pouvoir le guérir. Et je pense qu'il faut avoir cette lucidité, nous de notre côté, qui est immensément difficile pour les patients et pour les proches en face, mais nous cette lucidité pour avancer sereinement sans qu'on s'affole. En fait, il y a une image que j'ai souvent en tête dans ce genre de cas-là, c'est l'image de quelqu'un qui est emporté par une rivière ou par les flots. Si il y a un moment où on peut être à contre-courant, on peut lutter contre et on va l'aider à lutter contre, et il y a un moment où il faut reconnaître que si on continue de lutter, on va épuiser la personne et il faut finalement laisser le réel l'emporter. Accompagner. Et si on oublie les technicités, on continue de suivre les patients, même plus tard. Il y a des moments où on arrête les traitements médicaux de chimiothérapie, par exemple, parce que ce n'est plus utile aux patients. Je continue de voir les patients pour continuer de discuter, pour dire que la relation qu'on a créée n'est pas une relation technique. Je ne suis pas là pour le médicament, je suis là pour la relation entre nous et on discutera. Manuel Rodrigues a disposé à différents endroits de son bureau-jardin des cadeaux de ses patientes. Une sculpture représentant une danseuse du feu après une radiothérapie, des bougies artisanales ou encore des bouteilles de vodka polonaise. En écoutant Manuel Rodrigues, j'ai remarqué qu'il utilise le mot « individu » pour parler de ses patients. C'est un individu qui est face à nous. Le cancer doit être une histoire, un moment de sa vie, mais ce n'est pas sa vie, il ne faut pas le réduire à l'objet patient. C'est l'individu patient qui est là. Et dans cette dynamique-là, en fait, ça dépasse, c'est de pouvoir discuter de ce qui se passe en dehors de leur cancer et de ce qui se passe en recherche aussi. Les patients participent beaucoup à des essais cliniques. On dit, signez là pour un essai clinique, vous aurez accès peut-être à un nouveau médicament. Et on oublie parfois, ce qui est pourtant obligatoire, de donner les résultats de l'essai clinique à la fin. Et plus loin encore, on demande de plus en plus d'accords pour participer, pour que les échantillons d'un patient puissent participer à la recherche. Et là, je ne connais pas beaucoup de situations où on rend des comptes aux patients. On dit à quoi ça a servi, ces échantillons. C'est extrêmement courant maintenant qu'on demande des autorisations. Dans très peu de cas, on donne un retour. Et donc, on a mis en place, il y a maintenant 7 ans, je crois, une journée de rencontre. Patients, médecins, chercheurs. Au tout début même, je voulais l'appeler la journée de remerciement aux patients, mais c'est pas passé, c'était trop lourd comme titre, c'était bizarre, ça passait pas. Pourtant. Mais c'était ça la philosophie de la chose, c'est-à-dire que on met dans une même salle, dans un même amphi, des individus patients avec leur famille qui sont là, des médecins qui sont très souvent
voire toujours frustré de ne pas avoir plus de temps en consultation pour bien expliquer la maladie, bien expliquer les traitements, parce que les patients s'en plaignn en disant mais il m'a rien expliqué, il va trop vite le médecin. Le médecin, il en souffre aussi, en fait, souvent. Et ça, tous mes collègues le disent. Donc là, c'est un moment où on peut prendre du temps pour expliquer la maladie, expliquer les traitements, et les chercheurs qui vont pouvoir rencontrer les patients. Ça donne du sens à leur recherche aussi. Les patients se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. C'est d'autant plus important dans une maladie rare où on se sent très seul parce qu'on n'a pas vraiment d'association, de gens autour de soi qui ont été atteints. Et ils se rendent compte qu'il y a du monde qui travaille dessus et qui travaille sur nos échantillons. Et donc les patients ont donné des échantillons de tumeurs, de sang ou d'autres choses. Et là, les chercheurs, tous les ans, viennent rendre des comptes en disant « avec votre sang, j'ai pu faire ça et ça, j'ai pu démontrer ceci, ou alors je peux travailler sur cela » et rendre vraiment des comptes là-dessus. Non seulement c'est investir l'individu patient qui se sent justement valorisé et qui en plus derrière a envie de participer à la recherche. Moi après en consultation, ils me disent est-ce que je peux faire quelque chose de plus aujourd'hui pour vous aider? Est-ce que vous voulez une prise de sang pour vous aider pour la recherche? Est-ce que vous voulez un consentement de plus pour vous aider? Et ça, c'est incroyable. C'est un bénéfice immense pour eux, pour nous, pour les chercheurs aussi qui se sentent plus investis, qui donnent du sens à tout cela. C'est formidable. On n'en a jamais parlé. Ça, j'aime beaucoup. Ah oui. Ça, c'est un moment que j'aime beaucoup. C'est un moment qui me stresse beaucoup en amont, parce que je veux vraiment que ça se passe bien. Donc, je veux vraiment structurer. C'est important, c'est très difficile d'être pédagogue. D'une part, pour les étudiants, alors encore plus pour une population qui n'a pas de formation forcément en biologie ou en médecine. Mais ça se passe toujours très bien. Les retours sont toujours excellents. Et je pousse même encore une fois, pareil, toujours encore une fois, pour rompre cette mauvaise foi, ce jeu, cette comédie. Je les ai même poussés, je les ai encouragés à envoyer des cartes postales aux chercheurs. Je leur ai donné pendant la journée un nom et une adresse de chercheur en disant envoyez-leur des cartes postales pour les encourager, pour les remercier. Parce que c'est pareil pour les chercheurs. Ils travaillent sur une maladie rare, on n'entend pas forcément parler, ils ne peuvent pas forcément parler avec beaucoup de monde tout autour. Et ils peuvent se demander parfois à quoi ça sert tout ça. Eh bien vous êtes là pour aider à donner du sens. Ah, c'est formidable. Depuis le début, là, entre Roth et Solzhenitsyn, on parle que d'humanité. C'est effectivement le point commun de tous ces livres. Ben oui. Roth en particulier. Roth, je suis très sensible sur l'individu, sur qui on est. C'est très clair dans ces livres. Non, mais c'est évident. Et puis quand je vous écoute parler... Vous aimez bien Roth ? Ah, mais Porte-Noix, ça a été un de mes premiers livres. Ah vous oui me donnez envie un de mes premiers... C'est le premier livre de Roth que j'ai lu. Ah oui, oui moi mais aussi. C'est le premier de Roth que j'ai lu. Ouais. Non, mais j'aime beaucoup Roth. Et nous voilà repartis à parler de littérature et de l'écrivain américain Philip Roth. Manuel Rodrigues aurait pu continuer à parler des heures et des heures de littérature et d'humanité, mais il était temps de passer une tête dans les laboratoires d'à côté, par curiosité, mais aussi par amitié. Les échanges entre les chercheurs font la richesse et l'excellence de l'Institut Curie. Dans le prochain épisode de Tête chercheuse, nous irons à la rencontre d'Antonin Morillon, généticien cellulaire et directeur de l'unité dynamique de l'information génétique à l'Institut Curie pour parler du Dark Génome. Tête chercheuse est un podcast qui donne la parole aux chercheuses et chercheurs de l'Institut Curie, qui ouvre la voie à de nouvelles connaissances et donne à entendre la complexité du vivant. Tête chercheuse est un podcast réalisé par Claudine Guebord, mixé par Benjamin Touron et écrit par Zoé Varier. Musique originale Alissane Brassac, production Chloé Tavitian.